Le 7e art a toujours été quelque chose qui m'a beaucoup intéressé de près ou de loin, à chaque moment de ma vie. Certaines œuvres nous marquent et peuvent à la fois définir qui nous sommes aujourd'hui, mais aussi nous faire réfléchir sur notre propre nature d'être humain, voire même sur notre propre existence. Si je dois citer des films hollywoodiens qui représentent la plupart de ma culture cinématographique, désolé l'Asie, je penserai principalement à Blade Runner et son rapport à la mort. Au tout premier Alien de Ridley Scott, qui apporte une vraie définition de ce qu'est une vraie proie, Orange Mécanique et la définition de l'ultra-violence que peut apporter la société réalisée par le philosophe du 7e art Stanley Kubrick, Terminator 2 qui a été la jeunesse des grandes productions hollywoodiennes, à grand budget avec toute la technologie que cet épisode a démocratisée, ou encore une émotion forte apportée par le très bon réalisateur Christopher Nolan dans son film Interstellar. Bref, l'industrie cinématographique a son lot de chefs-d'œuvre qui ont marqué sans cesse le 7e art tout au long de son existence, même si à l'heure actuelle cette industrie est totalement dans un coma profond, en jugé par la sortie de nombreux remakes et reboots des gloires anciennes, ou des films misant uniquement sur la forme pour divertir tout en délaissant le fond pour faire réfléchir. Vous l'aurez deviné, le cinéma hollywoodien m'ennuie et c'est bien naturellement que je me tourne de plus en plus vers ce que l'Asie a à nous proposer. Entre le cinéma sud-coréen ou encore les films d'animation, j'ai continué mon petit bout de chemin. Les films d'animation japonais peuvent aussi être critiqués de par leur aspect très sexiste, ou encore même ayant un humour de pipi-caca qui peut en déplaire à certains. Et la prochaine fois, emmène-moi voir de jolies donzelles, hein, d'accord? T'es un malade, Bernard, un malade! Néanmoins, ce que j'adore dans les œuvres asiatiques, au détriment de tout ce que peut se faire à l'heure actuelle dans les films occidentaux, c'est la profondeur créative de la plupart des œuvres, et aussi surtout le fait qu'elles touchent toujours l'âme humaine, du moins c'est comme cela que je l'ai vécu dans certains films. Je tiens à préciser que dans ce cas-là, je vais uniquement me contenter aux œuvres nippones, puisque c'est bien le sujet de cette vidéo. Mais alors comment un animé ou un film d'animation peut nous toucher émotionnellement ? Sachant que, contrairement au cinéma, en prise de vue réelle, l'animation n'a techniquement pas d'acteur. Les émotions comme l'émerveillement ou l'empathie auprès des personnages doivent logiquement moins se faire ressentir, non ? Est-ce que l'animation peut être définie comme un art au même titre que les films en prise de vue réelle ? J'y crois profondément et les films du réalisateur dont nous allons voir son parcours en font bien évidemment partie. Makoto, de son vrai nom Nitsu, donc, né le 9 février 1973 dans la préfecture de Nagano, dans la ville de Kumi, qui est juste là. Il étudie la littérature japonaise à l'université de Shuho, où il cultive son amour pour l'écriture et l'art visuel. Après l'université, Shinkai commence à travailler dans l'industrie du jeu vidéo, pour l'entreprise Falcon Games. Il y contribue à des jeux populaires comme The Legend of Heroes ou YS2, désolé si je le prononce mal, en tant que graphiste et concepteur de vidéos promotionnelles. Toute cette expérience dans l'industrie du JV lui permettra d'acquérir des compétences techniques d'animation qui serviront dans ses prochaines œuvres. En parallèle de son job, il travaille en solitaire et sort 2 films. En 1998, The World Be Unclosed, qui est une succession d'images durant 30 secondes, qui en fait une œuvre, très expérimentale, comme vous pouvez le voir. Et Another World, qui est un court-métrage d'1 minute 30 que vous pouvez facilement trouver sur YouTube et qui propose déjà quelque chose de beaucoup plus concret artistiquement parlant. On peut d'ailleurs s'apercevoir que les thèmes proposés dans cette œuvre seront le leitmotiv de la plupart de ses futures œuvres. Une relation au centre de son intrigue avec la tentative de faire de beaux panoramas et des trains. Ouais, beaucoup de trains. Il sort le court-métrage She and Her Cat en 1999 sous un nouveau pseudonyme, cette fois-ci Makoto Shinkai, et rencontre son premier succès critique et décide ensuite d'arrêter son travail dans le jeu vidéo pour se consacrer uniquement dans la réalisation des films d'animation. Ce changement de pseudonyme est très symbolique de son état d'esprit à l'époque, puisque Nitsu en japonais s'écrit avec 2 kanji. Le premier, Ni, veut dire nouveau, et le second, Tsu, veut dire port ou passage. Alors que dans son nouveau pseudonyme, Shinkai, Shin signifie nouveau, comme Ni, et Kai signifie mer ou océan. Chacun aura sa propre interprétation de ce changement de pseudonyme dans la création de ses films, mais c'est comme si Makoto Nitsu tentait des choses à travers ses premières œuvres, que sont The World Be Unclosed et Another World, pour ensuite entrer dans le grand bain en proposant une œuvre bien plus aboutie avec She and Her Cat.
avec son nouveau pseudonyme qui marque le début de sa carrière de réalisateur, à la conquête de l'immensité de l'océan, Makoto Shinkai. Vous êtes bien informé. Je sais pas si je dois vous répondre, mais c'est normal, oui. Pour revenir au court-métrage She and Her Cat, le film raconte l'histoire d'une jeune femme anonyme et de son chat Chobi, qui vivent ensemble dans un petit appartement. À travers les yeux du chat, le spectateur découvre le quotidien de Kano, ses moments de solitude, ses peines et ses petites joies. Chobi, bien que n'étant qu'un chat, exprime des sentiments d'affection et d'inquiétude pour sa maîtresse, tout en se questionnant sur son propre rôle dans sa vie. Le thème de la relation entre deux personnages est toujours présent avec ce souci du détail qui est propre à Makoto Shinkai et qui en fait aujourd'hui sa signature, comme les petits bruits de la vie quotidienne semblables à de la ASMR. Une vraie évolution s'opère par rapport à ces deux précédentes œuvres. 3 ans plus tard, en 2002, il sortira ensuite et toujours en solitaire Voice of a Distant Star, qui est un court-métrage de 20 minutes et qui rencontrera encore un vrai succès public et critique. Makoto Shinkai réussit donc à gagner en crédibilité dans l'industrie pour pouvoir dorénavant se concentrer sur la réalisation d'un film d'une plus grande envergure, et c'est d'ailleurs suite à la sortie de Voice of a Distant Stars qu'il commencera son tout premier long métrage avec une vraie équipe de production cette fois-ci dans le film The Place Promised in Our Early Days, qui est La Tour au-delà des nuages dans sa version française et qui sortira en 2004, où il est désormais soutenu par Comics Wave Film, qui est un studio d'animation japonais. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il fera connaissance de Ushio Tawara et Takumi Tenji, ces fidèles lieutenants qu'on retrouvera dans bon nombre de ses films. Mais ce qui est sûr, c'est que la production de La Tour au-delà des nuages fut longue et chaotique. S'agissant du premier film d'une grande ampleur et en équipe pour Makoto Shinkai, la méthode de production est par conséquent très différente par rapport à ses précédentes œuvres. L'enjeu pour Makoto Shinkai pour cette première grosse production d'1h30 était d'exploiter de la manière la plus optimale possible les différents talents de son équipe, sans compromettre sa vision d'auteur. Un vrai casse-tête pour lui-même, mais aussi son équipe. Il sera entouré d'Ushio Tawara, comme je l'ai précédemment souligné, qui a contribué principalement au chara-design des personnages, Atsushi Shirakawa, plus connu sous le nom de Tenmon, dans la composition musicale du film, et enfin de Takumi Tenji, pour les décors et les paysages en tant que directeur artistique. C'est donc à ce dernier qu'on lui doit la création des magnifiques panoramas du film, ainsi que des futures œuvres de Shinkai tout au long de sa carrière. L'année de la sortie de La Tour au-delà des nuages ne fut pas calme, loin de là. On avait en 2004, dans nos salles obscures, Ghost in the Shell Innocence de Mamoru Oshii, mais aussi le cultissime Le Château ambulant du légendaire Hayao Miyazaki. Deux oppositions de taille pour un premier long métrage, le défi semble être gigantesque. Oh la vache! La Tour au-delà des nuages raconte l'histoire de 3 amis, Hiroki, Takuya et Sayuri, dans un Japon divisé après la guerre. Fascinés par une mystérieuse tour qui s'élève dans le ciel de Hokkaido, ils se promettent de la visiter un jour en construisant un avion. Cependant, Sayuri disparaît subitement et tombe dans un coma mystérieux lié à la tour. Les années passent et Hiroki abandonne le projet, tandis que Takuya s'implique dans des recherches militaires sur la tour, qui menacent la réalité par des distorsions spatiales. Hiroki découvre que le coma de Sayuri est lié à une dimension alternative créée par la tour. Avec Takuya, ils réparent leur avion et volent jusqu'à la tour pour sauver Sayuri. En détruisant la tour, ils parviennent à la réveiller et à empêcher la destruction du monde. Makoto Shinkai oblige, forcément, le film est basé sur la romance entre Hiroki et Sayuri, où le film se termine par un choix de Sayuri entre rester dans la solitude de la dimension de la tour ou le monde réel, et plus précisément l'amour qu'elle porte auprès d'Hiroki. Personnellement, je trouve que ce film est un Your Name très expérimental, que ça soit dans la mise en scène des plans, qui sont très similaires, mais aussi dans le scénario où la notion de lien entre deux personnages est omniprésente, sur fond de dimension d'une part et de temporalité de l'autre. C'est compliqué, mais c'est compliqué! Vous croyez pas qu'on a autre chose à Je reviens aussi sur les conditions de production de La Tour au-delà des nuages, mais cette dernière fut éprouvante. Makoto Shinkai et son équipe sont bien décidés à changer de méthode de production suite à l'apparition du film, surtout au vu de la dramatique hospitalisation de Takumi Tenji, le directeur artistique, sur la fin de la production du film. L'équipe de Makoto Shinkai va tenter de faire une œuvre beaucoup plus intimiste, avec moins de spectacles grandiloquents que dans La Tour au-delà des nuages. L'ambiance est beaucoup plus détendue et l'objectif de Makoto est clair, simplifier les enjeux et proposer une mise en scène proche de ses premiers films en proposant une histoire basée sur la banalité de la vie, toujours sur un fond de romance entre deux personnages.
C'est comme ça qu'est née l'idée de faire 5 cm par seconde sorti en 2007. Mais attention, vous allez sûrement vous dire « Oui mais vu que ce film est moins ambitieux et beaucoup plus chiant à regarder que ses précédentes œuvres, ce film n'a aucune ambition artistique !» Il a pas tort. Eh bien détrompez-vous. Dans une interview qu'il a donnée en 2008, il indique, je cite, « Je devais rendre les images et la musique et la réalisation beaucoup plus puissantes que dans les œuvres précédentes. » En simplifiant donc son récit et en ne le rendant pas divertissant entre guillemets, Makoto Shinkai se doit d'accentuer les émotions que nous pouvons ressentir dans certaines scènes qui retranscrivent la banalité simple de la vie. Et forcément, le rythme du film en pâtit énormément. Le film suit en 3 parties distinctes l'histoire de Takaki Tono et Akari Shinohara, 2 adolescents qui se rencontrent et se lient d'amitié mais sont séparés lorsqu'Akari déménage dans une autre ville. Ils échangent régulièrement des lettres mais le temps et la distance commencent à éloigner leur vie. Je n'ai personnellement pas trop apprécié le film contrairement à ses présentes œuvres. Le rythme du film est très lent mais la prise de risque qu'entreprend Makoto Shinkai au-delà du scénario qui est très classique est à souligner, faut bien lui reconnaître ça. Les plans du film restent aussi magnifiques et on ressent vraiment la douleur des personnages dans cette relation à distance, notamment lorsqu'on suit Takaki Tono bloqué dans le train en plein milieu de la neige. Au-delà de ça, le film rencontre un succès critique et public énorme et a été en 2007 le 3e DVD le plus vendu au Japon, juste derrière Le Roi et Stitch et Les Contes de Terre et Mer, fait par, tiens donc, le fils du légendaire Hayao Miyazaki, j'ai nommé Goro Miyazaki, rien que ça. Après le succès que fut 5 cm par seconde, Makoto Shinkai entame en 2008 une expédition d'1 mois à peu près avec son équipe au Moyen-Orient, pour ensuite aller pendant 1 an et demi à Londres. Ce long séjour à Londres était un moment compliqué pour lui mais nécessaire pour sa créativité et pour s'éloigner des habitudes bien rodées qu'il avait à Tokyo, ce qui risquait de lui brider sa créativité, selon ses dires. Durant mon séjour à Londres, j'avais l'impression de plonger sous mes pieds et de m'enfoncer sans cesse. Et arrivé en bas, je crois avoir remarqué ou découvert quelque chose et j'ai eu envie de remonter dans le monde normal. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer une plongée dans un monde souterrain. C'est dans ce contexte spécial qu'il a eu l'idée de faire Children Who Chase the Lost Voices, Voyage vers Agartha dans sa version française. Au-delà de ses nombreux voyages, sa principale source d'inspiration est le roman de Yoshiko Okotsu, Pyramido Boshiyo Sayonara, qui est une œuvre de science-fiction écrite dans les années 1980. Il raconte l'histoire d'un adolescent maladroit attiré dans une quête dans le monde souterrain d'Agartha, un refuge pour les descendants d'une civilisation perdue, et qui est inspiré du mythe de l'Atlantide. Le récit explore des thèmes profonds comme la fragilité des adultes et l'attrait de l'au-delà. Pour l'écriture du scénario de Voyage vers Agartha, Makoto Shinkai s'est donc grandement inspiré de son expérience compliquée à Londres et aussi de son coup de cœur de jeunesse avec le roman de Yoshiko Okotsu. L'histoire suit Azuna Watase, une jeune fille solitaire qui passe ses journées à écouter des mélodies mystérieuses grâce à une pierre cristalline qu'elle a trouvée. Cette pierre, qu'elle porte autour du cou, émet des sons étranges lorsqu'elle utilise une ancienne radio. Un jour, Asuna rencontre Shun, un garçon énigmatique qui prétend venir d'un monde souterrain légendaire appelé Agartha, un lieu mythique où les âmes des morts peuvent être ramenées à la vie. Peu de temps après, Shun disparaît tragiquement, laissant Asuna désemparée. Sa rencontre avec son professeur Morizaki, un homme hanté par la perte de son épouse, l'a conduit à découvrir davantage sur Agartha. Obsédé par l'idée de ressusciter sa femme, le docteur Morizaki entraîne Asuna dans un périple périlleux vers ce nom de souterrain. On retrouve ici toujours le directeur artistique des films de Makoto Shinkai, Takumi Tenji, et très clairement pour son 3e essai avec le bonhomme, on peut dire que ce dernier n'a pas chômé. Non, loin de là. On voit une énorme différence avec les autres œuvres de Makoto Shinkai, et un gap technique mais aussi artistique a clairement été franchi dans cette œuvre. Bien sûr, 5 cm par seconde a aussi été à l'origine de très beaux paysages, mais personnellement je trouve que le gap est encore plus prononcé dans Voyage vers Agartha, qui nous propose des plans artistiques plus sublimes que par le passé. De plus, il est bon de souligner que les anciens longs métrages de Makoto Shinkai n'étaient pas faits dans un studio approprié, mais bel et bien dans le domicile de ce dernier, comme il indique dans cette interview. 自宅をスタジオにしていた頃です。雲の向こう約束の場所という作品と秒速 5cm という作品はあの時は自分の住んでいるアパートをスタジオと兼用していて、アパートに毎日スタッフに通ってきてもらってそこで作ってたんですね。ですからプライベートと仕事の区別が全くなかったんですけど、やっぱりですね、自分の家で毎日スタッフが通ってきてプライベートが全くない状態で Qui c'est qui est là? Tiens! Mais c'est pas vrai! Enfin, c'est le rendez-vous des glandules là ou quoi?
Voyage vers Agartha est entièrement réalisé en studio de production, ce qui explique en partie aussi ce gap technique qu'on peut avoir sur les magnifiques panoramas de ce film, qui sont juste sublimes, même en 2025. Ce long métrage est aussi beaucoup plus ghibléesque, je sais pas du tout si ce mot existe, que par le passé. Ici, on nous montre la beauté de la nature avec des personnages souhaitant défendre ce que leurs ancêtres leur ont légué dans la cité d'Agartha, avec aussi toute la souffrance que l'homme de la surface a pu apporter auprès des gens vivant à Agartha, mais aussi des créatures et animaux mythiques de la célèbre cité légendaire. Les sujets sont également beaucoup plus matures, Makoto Shinkai change de registre en passant des relations amoureuses entre deux personnages à la gestion de la perte d'un être cher et de la conception du deuil. D'un côté nous avons la perte d'un père ainsi qu'un petit ami pour Asuna, et de l'autre la perte de sa femme Lisa pour le docteur Morizaki, qui est complètement obsédé à l'idée de la faire renaître, et Makoto Shinkai le montre bien dans son œuvre. Il arrive que dans notre vie ordinaire, on perde quelqu'un qui nous est cher, et je crois que c'est quelque chose qu'il faut surmonter. C'est avec l'idée que c'est un thème universel que je décris la perte. Mais cette fois-ci, je voulais montrer comment on pouvait la surmonter. La production du film se poursuit de la meilleure des manières, et le voyage vers Agartha sort en mai 2011, sortie qui arrive malheureusement en 2 mois après un événement catastrophique qui est survenu au Japon. Cette semaine que le Japon n'oubliera jamais. La violence de ce tremblement de terre a provoqué des dégâts considérables. Voyage vers Agartha et son propos sur la gestion du deuil ont trouvé beaucoup de résonance au sein de la population japonaise suite à ces catastrophes naturelles. Ces événements ont traumatisé le Japon tout entier comme vous pouvez le savoir, mais également notre réalisateur. Après le désastre du grand tremblement de terre de 2011, je pense que beaucoup de Japonais ont eu la sensation que les paysages et vues dans lesquels ils vivent actuellement seront un jour perdus. J'ai donc envie de préserver sur un écran et en animation ces vues et paysages de Tokyo tels que je les vois maintenant. Cette mentalité, Makoto Shinkai va l'appliquer lors de son prochain œuvre. The Garden of Words est un retour aux sources pour Makoto Shinkai, c'est-à-dire aux histoires intimes. De plus, ce film ne sera pas réellement un long métrage, mais sera plutôt un moyen métrage de 46 minutes, tout aussi ambitieux néanmoins sur la direction artistique que sur les thèmes proposés. Makoto Shinkai confie les rênes de la direction artistique à Hiroshi Takiguchi, et notre bon vieux Takumi Tenji, qui était l'ancien directeur artistique, continuera d'œuvrer cette fois-ci sur une partie des magnifiques arrière-plans de Tokyo. Alors pour être honnête avec vous, je n'ai pas vu ce film. C'est vraiment scandaleux, comment tu peux parler d'un auteur aussi important comme Makoto Shinkai si tu n'as pas vu toutes ses œuvres? Tu es vraiment insignifiant. Oui, bon écoutez, je n'ai pas pu le trouver sur les différentes plateformes de streaming, ni même sur YouTube Film, alors je n'avais aucun mal à trouver les anciens films de Shinkai. Excusez-moi d'avoir un minimum d'éthique en ne regardant pas le film de manière illégale ou que sais-je. Mais vous fumez, monsieur. Non, blague à part, je vais pas me mettre à faire une analyse rapide d'un film que je n'ai pas vu, ça n'a pas de sens. Ce que je peux dire, en revanche, c'est que le film a très bien été reçu du grand public et de la critique, et que les paysages splendides de Tokyo résultent de la volonté du devoir de Makoto Shinkai de retranscrire cette ville à la perfection, surtout après les tragiques événements de mars 2011 qui sont survenus au Japon. Après la sortie de The Garden of Words, Makoto Shinkai voulait lancer la production d'un long métrage en ayant à l'esprit un mot très clair, divertissement. Son prochain film devrait donc maintenir en haleine le spectateur du début à la fin.